Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Programme de recherche et controverse. L'expérience critique, regard rétrospectif et prospectif sur une carrière. Christian Possiello 1. Autant avouer, d'entrée de jeu, l'extrême embarras dans lequel je me suis trouvé lorsque me fut proposée cette possibilité solennelle de parler devant cette grande communauté réunie. De quelle légitimité pouvais-je encore me prévaloir à la suite de cette apostrophe que Pierre Bourdieu faisait à mon encontre en mon absence, à des interlocuteurs qui se sont empressés de me la rapporter. Possiello, vous savez, c'est un bon entraîneur. Nonobstant le fait qu'en mon monde initial je pouvais m'en trouver flatté, je ne suis pas sûr que ce fût là en ces lieux un éloge. Alors labeur réalisé ou devoir accompli dans la sociologie du sport, comme sport de combat s'il en fut, sur les strictes recommandations du maître cela incline, vous le reconnaîtrez à la modestie ni fausse ni feinte. Ce grand embarras avait d'ailleurs été fort bien perçu, par la société secrète de Demain j'enlève le bas, qui ne dit pas que des insanités, me reprochant d'avoir véritablement hanté les lieux, lors du dernier congrès de notre société à Toulouse, sans maudire. Une ombre, un spectre, déjà visiblement en bord de touche. Franchement, je me serais bien volontiers laissé aller à ce mixte sentimental, purement intime, qui vous gagne à la veille du grand départ qu'on appelle retraite et qui représente cette petite mort institutionnelle dépourvue, je vous l'assure, de la moindre extase. C'est l'occasion ultime de réaliser un cocktail sentimental composé d'un tiers d'inquiétude, à l'heure où se dresse le bilan sans complaisance d'une vie professionnelle qui va s'interrompre. D'un tiers de quête fébrile au moment où se construit en vous, le mythe fondateur, qui va donner quelque cohérence et finalité à votre vie entière. D'un tiers de distance humoristique au rôle considérant que tout cela, au fond, n'est pas bien dramatique. Enfin d'un tiers de cette étrange torpeur neuronale qui estompe les vieux conflits et refoule les vieilles blessures, au point même d'en oublier la mémoire des noms de nos anciens ennemis. Ça dépend évidemment de la grandeur des tiers, dans ce qu'on appelle la sagesse de ces anciens que produit cet effet du recul du temps, faisant de ces anciens combattants des témoins éclairés des conséquences. Comme son titre annoncé le laisse entendre, le propos se développera en 3 temps, une phase colérique, une phase magnifique et une phase de détente optimiste. Autrement dit, ressentiment du passé, ferveur du passé et perspective d'avenir. Une phase colérique, exprimée sans mesure. Mais accroissant encore l'embarras, précisément cette sagesse enseigne que par les temps qui courent, l'expérience des uns ne semble guère pouvoir profiter aux autres. Ce qui rendait la démarche assez vaine. Ce sont, me semble-t-il, des temps de crise qui combinent 3 ou 4 traits principaux se renforçant et qui déçoivent. On peut avancer que nous sommes placés dans un temps de crise de la pensée critique, particulièrement marqué chez la plupart des étudiants, qu'accuse aujourd'hui, plus largement, le prêt-à-penser médiatique. C'est aussi un temps de crise qui trouve des formes réellement psychopathologiques, traduisant une certaine rupture de la chaîne intellectuelle des générations, comme une exacte et inquiétante transposition de la rupture de la ligne d'engendrement. Il me semble, pour être plus précis, que s'accusent assez ici et là, des traits de perversion chez tous ces gens qui ne se reconnaissant pas d'héritage, n'éprouvent point de dette à l'égard de quiconque, qui ne se reconnaissant point de père, encore moins de maître, ont évidemment tout inventé. Et ceux-ci vont ouvrir, n'en doutez pas, après vie d'expulsion et mouvement de table rase, une toute nouvelle ère. Je voudrais évoquer par ailleurs l'effet que je juge néfaste du positionnement épistémologique fébrile et permanent des sciences sociales à l'égard des sciences expérimentales, des sciences humaines à l'égard des sciences de la nature, offrant ce modèle fascinant dont on s'emploie parfois à singer les paradigmes et à copier les modèles. Situation encore aggravée en certains lieux, par un physicalisme débridé donc galopant. C'est un phénomène que nous ont bien fait sentir les effets dévastateurs de l'affaire Sokal, et c'est une tension particulièrement intense, au cœur même de l'espace des STAPS. C'est un penchant dommageable né d'une tension, au fond normale, qu'on aurait bien tort de négliger et de ne pas problématiser pour s'en instruire et s'en prémunir. C'est là un choc exemplaire de première ligne où s'exerce cette tension maximale entre le social et le vital, telle qu'elle peut se manifester dans la société dans son ensemble. Car toute la ligne de front se déplace aujourd'hui rapidement.
Un recul général des combattants des sciences sociales qui ont connu leurs heures de gloire s'opère maintenant sous la poussée blitzkrieg des armées du biologique, armées de la grosse Bertha biotechnologique par certains côtés inquiétante. Ah, le petit monde du CNU STAPS. Et on peut en trouver l'exacte traduction dans le petit territoire du CNU STAPS, où toute manifestation de la pensée interprétative, qui s'y trouve ridiculisée par quelques grands spécialistes de la motricité des mollusques bivalves, cède sous l'offensive, sans merci, des phalanges expérimentalistes. Ce fut pour moi en effet l'expérience douloureuse de ce CNU STAPS où j'ai pu siéger pendant une dizaine d'années, luttant pour imposer ce que mes collègues goguenards nommaient le possiello content. Après ces luttes décennales pour la cause, je fus écarté de cette instance de régulation de la discipline tandis que les expérimentalistes des sciences dites dures, qualifiés de raides, on appréciera la métaphore virile, devenue numériquement dominant, tirait à boulet rouge sur les représentants des sciences molles, c'est-à-dire sans consistance, faibles, dominées, féminines, jugés experts de rien, assimilant leur narration à de belles histoires racontées aux enfants. Et j'ai souffert pour nos docteurs et nos doctorants, sous l'effet de l'impérialisme insupportable de ces effarants dogmatiques. Mais parce que j'ai flairé le complot, et j'assume aujourd'hui encore ce terme fort, je fus surtout effrayé par la dérive tectonique, mortifère, de ces deux continents scientifiques au sein d'une discipline qui se devait pourtant de les maintenir amarrés en raison de son statut pluridisciplinaire. Faute de la mise en tension positive et fructueuse entre les deux types possibles, et possiblement conjoints d'appréhension scientifique de nos objets, je voyais là les préludes inquiétants à des secousses telluriques plus catastrophiques encore. Nous pourrons évoquer les effets, que je crois positifs, de cette situation tourmentée sur les réaménagements de ma propre activité universitaire. B. Des manifestations vécues de l'affaiblissement de la pensée critique dans notre champ. Ce sont aussi des temps où les jeunes publics d'étudiants, peut-être ainsi menacés par ces modes de jugement dogmatiques, ont cherché à en rajouter sur le catéchisme méthodologique, au détriment de l'imagination sociologique. Ou bien au contraire ont eu tendance à succomber à la dernière mode évanescente journalistico-littéraire, où c'est toujours le dernier qui a parlé, à la télé, qui a raison. Observation congruente avec la crise éditoriale des productions des sciences humaines, en raison de l'épuisement progressif et chez nous évident d'un lectorat. Je voudrais évoquer un exemple vécu et probant de cette étonnante posture caractérisant, dans notre propre espace estudiantin, un déficit de la pensée critique et de la réflexion épistémologique. Je peux conter à ce propos une anecdote qui me paraît bien symptomatique. Dans le cadre du DEA intitulé « Sociologie et prospective des pratiques et des consommations sportives », habilité à Orsay en 1987, les étudiants sérieux, attentifs et enthousiastes étaient tour à tour confrontés aux mises en perspective irréductibles de notre objet par divers représentants des sciences sociales, sociologues, économistes, géographes, démographes et historiens du sport, afin de développer chez eux une plasticité intellectuelle, jugée indispensable, que devaient produire ces changements successifs d'éclairage disciplinaire sur nos objets. Puis l'idée nous est venue, avec Jacques de France, de stimuler le sens critique et la réflexion épistémologique de nos étudiants en leur proposant deux enseignements successifs bien concertés. D'abord, l'exposé des principes de construction de l'espace des sports, de son cadrage théorique et de son outillage conceptuel, assorti du rappel circonstancié du contexte historique, social et institutionnel de sa production. Ceci était immédiatement suivi d'une critique de l'espace des sports, présentée par mon collègue en parfaite intelligence. Cet enseignement en duettiste, mettant amicalement mais vigoureusement en scène une controverse théorique,
une polémique au sens de Bachelard, ainsi que le rappel historique, vécu comme témoignage, des conditions de production d'une théorie du passé, nous paraissant doublement formateurs. Et c'était de plus l'occasion d'introduire le changement de niveau d'échelle, macro-microsociologique, des investigations. Malheureusement, les résultats des étudiants aux examens de fin d'année, dûment consignés par écrit, nous confrontèrent à un bien étrange phénomène. La critique du système des sports était assez fidèlement retranscrite et très fermement formulée, alors que l'on ne connaissait rien, mais rien, des tenants et des aboutissants de ceux pouvaient apparaître comme une certaine avancée théorique. Plus rien des conditions de production de la dite théorie, et même grave déficience en matière de connaissance de cette théorie. Les obstacles épistémologiques qu'elle avait dû elle-même, en son temps, affronter, étaient scotomisés. Nous sommes convenus aussitôt d'abandonner cette initiative. Et en rappelant cette malheureuse expérience, je pense que les étudiants ont en l'occurrence bon dos. Car ce me semble là, être plus généralement un signe des temps. Et sans faire injure aujourd'hui à mon compagnon, eu égard à la qualité, à la force et la pertinence de sa critique, j'ai pensé qu'ici au fond c'était bien comme à la télévision. En revanche, j'ai fait mon profit personnel de cette fructueuse expérience. Un énorme dossier à sangle conserve précieusement l'archive de cette originale controverse. Ces tourments? Aveu. Dans tous ces cas évoqués, puis-je l'avouer, je me suis senti assez mal. D'abord lorsque, banalement névrosé, je fus jeté sans ménagement hors du jeu par quelques pervers comme n'appartenant pas à cette fière communauté des opiniâtres travailleurs de la preuve. Puis jeté hors du jeu du CNU comme gêneur, d'abord toléré comme l'un des pères fondateurs puis écarté comme vieux C qui tourne mal. En effet, je n'hésite plus dans mon travail à lancer à l'occasion quelques incursions vers le plus mou du mou, de l'approche clinique et de l'analyse psychobiographique portant à l'examen des configurations familiales de nos sujets, aventuriers du sport, en perte-quête de sens, lorsqu'on a l'impression d'avoir épuisé toutes les ressources du modèle sociologique dans l'interprétation. Trouble, désarroi et déstabilisation qu'un ancrage affectif ancien a permis cependant de surmonter. Car contrairement à la jeunesse sans passer moi, je me reconnais justement des maîtres, de grands maîtres. Proclamant à qui veut bien encore l'entendre, une dette immense inépuisable à leur égard, deux grands penseurs, pères stimulants et inspirateurs que j'ai providentiellement croisés sur mon chemin et qui ont marqué toute ma carrière universitaire. Mais je dois évoquer d'abord une dernière inquiétude et ultime tracasserie. Des sifflets hors jeu par des joueurs venus d'ailleurs. Si comme je viens de l'indiquer on peut se faire exécuter, sans ménagement, par des combattants issus du jeu lui-même, on peut aussi se faire expulser par d'inattendus transfuges, personnages étranges venus d'ailleurs. C'est la vague montante de nouveaux et d'arrogants arrivants portés à l'attaque d'expropriation. Je croyais naïvement que le prix d'entrée dans l'espace concurrentiel de jeu était assez élevé, et que nous avions collectivement contribué à le faire monter en une vingtaine d'années. Là. Maintenant de vieux retraités de retour s'avisent, après avoir carrément méprisé l'objet, négligé leurs propres étudiants égarés dans ces objets de savoir, occupant le plus bas degré dans la hiérarchie culturelle des objets dignes d'études académiques, puis traiter les essayistes du sport avec la plus grande condescendance s'avisent qu'au fond le fait sportif qu'ils avaient abordé, c'est drôlement intéressant, sic, et que l'on ne peut guère comprendre le XXe siècle sans analyser l'analyseur, ce formidable fait social total qui est l'apostrophe, accompagne et l'éclaire en un sens. Attendez. Moi je vais vous éclairer. Exit les profanes, laissez parler les experts. Puis, dans leur sillage, de jeunes et fringants chevaux légers découvrent comme Colomb découvrant l'Amérique et ses autochtones. Ceci est devenu proprement insupportable lorsqu'un jeune et illustre inconnu est devenu en un tour de main l'expert reconnu de l'histoire du sport, via l'histoire des Tours de France, d'Espagne et du Portugal réunis à la tribune de Sciences Po. Voici donc notre quidam, invité par le comité scientifique du prestigieux institut pour vivifier la discussion et pour tout dire, pour renouveler la discipline. Conférence retransmise sur les ondes de France Culture qui en consacrait ainsi le contenu, comme quasi-université de tous les savoirs. Voici donc notre bonhomme qui vient nous expliquer qu'il n'existe pas d'histoire du sport, sic, hormis ces fabuleuses histoires, abondamment illustrées, destinées au grand public illettré. Et le voici pérorant,
nous expliquant la naissance du Tour de France avec le ton docte du découvreur des controverses de Giffard et de Desgranges à propos de Dreyfus. 25 ans après Gaboriau, Calvet, Laget, Vigarello, Arnaud, Terray, Augustin, etc. Et dans une exorbitante arrogance et méconnaissance de toutes les publications qui ont consigné d'authentiques travaux de recherche sur le sujet. J'ai trouvé ça culotté, suffocant mais surtout en ces temps, assez édifiant. Il nous faut donc prendre acte de ces secousses et luttes, internes et externes au champ, qu'en un instant retrancher derrière sa ligne Maginot et y réagir de manière adaptée, faire monter les prix d'entrée encore et toujours dans un champ de jeu ouvert, où l'on fait circuler la balle, et où l'on accueille tout le monde, et à bras ouverts, mais où l'on ne peut pas ou l'on ne veut plus laisser dire n'importe quoi. Et il y a des réponses et il y a des moyens scientifiques, sociaux, éditoriaux et médiatiques, pour se faire sur le mode du droit de réponse et de la vigoureuse riposte. La Société de sociologie du sport de langue française, ses congrès, ses publications et son organe, une revue que nous appelons tous de nos vœux, en sont et en seront l'occasion et les moyens. Mais je crois, à la suite de cet épisode, que la recherche d'un haut niveau d'exigence scientifique pour une revue appelée à l'indexation ne peut plus aujourd'hui se dispenser de rechercher et de produire des effets médiatiques. Il nous faut aussi trouver des porte-paroles ajustant leurs discours aux chroniques des grands journaux et aux attentes de France Culture. Et je pense qu'en termes théoriques il nous faut compter maintenant, qu'on le veuille ou non, avec le choc des paradigmes et des cultures scientifiques au sein même du champ des STAPS et du CNU-STAPS. 2. Ferveur du passé. Après ces signes d'inquiétude et cette décharge, libératoire de fiel, il convient d'aborder une partie plus apaisée évoquant des aspects plus sereins du passé. Face à ce contexte, doublement déstabilisant, j'ai toutefois pu faire cet exposé, maintenant plus détendu, en pensant à tous ceux que j'ai pu effectivement et modestement entraîner. Étudiants, collègues et futurs collaborateurs. Et j'y ai trouvé le courage, l'allant suffisant de me manifester parce qu'ils furent depuis longtemps et ma fierté et ma jouvence. C'est en songeant à tous ceux, lecteurs, élèves, étudiants en formation, professeurs d'éducation physique, doctorants, docteurs, jeunes collègues, qui m'ont manifesté suffisamment de reconnaissance, rechargeant les accus de l'ego, que je m'y suis résolu. C'est donc d'abord à eux que je m'adresse, en écho, dans ce cadre particulier où j'ai exercé depuis un bon quart de siècle, ma coupable industrie qu'on appelle les enseignements, sur un fond de commerce théorique déclinant mais avec une ferveur et un enthousiasme pédagogiques intacts. Après tant d'apports de connaissances au cours de ces 2 premières journées de congrès, nous allons donc maintenant nous offrir un petit quart d'heure d'horloge d'exhibition biographique, puis de bonheur épistémologique personnalisé. A. La phase de construction et le destin inéluctable d'une théorie. C'est un regard rétrospectif sur la trajectoire d'un enseignant-chercheur en STAPS, ancien prof de gym, que 2 grands maîtres ont lancé tout à tour sur 2 larges avenues théoriques, dans 2 passionnantes aventures intellectuelles. C'est le retour sur une carrière gagnée par la passion pour les sciences sociales, partant du degré zéro de l'écriture n'ayant nulle formation dans le domaine, puis comportant les 3 grandes phases bien identifiables et inéluctables du destin d'une théorie. D'abord la phase créatrice et enthousiasmante de la conceptualisation, et pourquoi ne pas le dire, la phase de la découverte, assortie des effets d'exaltation intellectuelle et de mobilisation collective qu'elle a pu en son temps susciter. Puis ce fut la phase d'exploitation universitaire de cette construction théorique, construite à grands frais, assurant en sa diffusion pédagogique et socio-éditoriale, une sorte de paradigme dominant dans un champ en friche. Situation d'abord confortable et profitable pour ses initiateurs, puis paradigme devenu au fil du temps encombrant à déconstruire. Enfin ce fut la phase de dogmatisation de cette même théorie, avant même qu'elle n'ait pu se constituer en tradition, effort obstiné de son auteur confronté au vigoureux remaniement théorique en cours dans le champ élargi des connaissances sociologiques déjà par la multiplication de ces jeunes chercheurs. Aussi en appellerai-je à un tout petit effort de réflexion rétrospectif et de décentration historique et critique de l'auditoire, que devrait permettre cette remontée dans le temps, à l'échelle d'une 30aine d'années. Reportons-nous un instant en pensée, en ces temps où d'autres obstacles épistémologiques se dressaient contre nos premières, impertinentes et fragiles propositions, obstacles aussi puissants et déterminants que ceux que la dite théorie va dresser bientôt à son tour à l'avancée des connaissances nouvelles.
Ce sont pourtant des temps où se rassemblent pour la première fois les conditions sociales, intellectuelles et aussi institutionnelles de possibilité de nouvelles constructions théoriques. J'inviterai volontiers les étudiants à les consigner soigneusement pour leur édification propre. C'est un recul suffisant du temps pour que se manifeste un premier essai, déterminé et tout à fait explicite, de réfutation de ladite théorie. Kierfalt, 1980. Réfutation à laquelle elle a pu non seulement résister mais s'en trouver agréablement confortée. Ce fut le cas dans l'ouvrage Sport et Société dans lequel l'auteur a consigné son travail l'année suivante. Puis ce fut une durée suffisante pour que se dévoilent ensuite les efforts, plus ou moins adroits, d'ajustement de cette théorie par son auteur lui-même, lorsque des faits plus nombreux et des travaux plus vifs venaient la contredire. C'est qu'on y tient à sa théorie à la mesure des efforts déployés pour la faire advenir. Enfin, pour que s'engage ce processus inéluctable et signalé de dogmatisation. Ce qui, je le répète avec force, est le destin de toute théorie aussi flamboyante et assurée soit-elle aujourd'hui en apparence. C'est, pour les jeunes chercheurs, je le crois, un premier et nécessaire effort d'initiation à l'épistémologie de nos productions scientifiques. Puis on pourra s'interroger sur ce qui a pu apparaître dans mon travail, comme une brusque inflexion de trajectoire, comme un changement de pied inattendu consistant à reprendre 30 ans après un vieux travail de thèse. Déplacement qui a pu être interprété comme une esquive, une fuite, une désertion d'un champ théorique devenu plus inconfortable, voire intenable, sous l'effet de l'accroissement de la pression concurrentielle. Ce le fut peut-être. Mais ce fut bien plus, à mes yeux, une reconversion thématique délibérée par l'investissement de nouveaux terrains, liés à l'ouverture de nouveaux fronts, à l'apparition dans l'institution de nouveaux enjeux. On a compris que mon propos reste modeste témoignage sur une expérience toute personnelle que je produis, ici, en stricte exclusivité pour formuler 2-3 idées et recommandations qui me tiennent à cœur. B. Reconnaissance de dette. Ayant dit que contrairement aux jeunes sans passé, je me reconnaissais des maîtres, je voudrais, évoquant rapidement leur mémoire, pour montrer leurs empreintes. Ne serait-ce que pour aider à comprendre certaines rémanences ou persévérances, force d'inertie ou marque de fidélité. Ce sont des sentiments de reconnaissance, venus d'un lointain passé pour éclairer d'évidentes inflexions de trajectoire, pour aider à distinguer, parmi les maîtres, différents styles et différentes sortes. Mais je voudrais les évoquer tous les deux, dans leur genre, dans ce volet rétrospectif et apaisé de mon propos. Je veux évoquer d'abord avec quelque émotion, le travail initial et proprement initiatique de thèse préparée en 1972 sous la direction de Georges Canguilhem, passionnant éveilleur d'hommes et maître inflexible et exigeant, vous familiarisant au pas de charge avec les exigences méthodologiques de l'épistémologie et de l'histoire des sciences biologiques qui furent fort utiles en la circonstance. C'est ce qui vous donne un pli initial et ineffaçable dans l'esprit et dans le corps du texte. C'est dans l'antre de King Tsang. Ce fut un accueil paternel de Georges Canguilhem, à l'Institut d'histoire des sciences et des techniques qu'il dirige à la suite de Gaston Bachelard dont il creuse dans l'axe biologique, le sillon. Partant ulcéré et prématurément à la retraite, en 1969 à 70 après que Paul Ricoeur eut reçu sur la tête, de la part d'un étudiant excité et en Sorbonne, le contenu d'une poubelle, Canguilhem s'est trouvé beaucoup plus disponible en 1972. Il accepte, contre toute attente, une invitation des professeurs sessionnaires de la section 7 de la nouvelle ENSEP, Histoire de l'éducation physique et du sport, pour venir y présenter, en 4 heures d'horloge, la question de l'histoire de la physiologie au XIXe siècle. C'est dire l'événement, et un effet étonnant de la providence. Admiratif de la personne autant qu'ébloui par l'exposé d'une épatante érudition, nous voici transportés dans une histoire de la physiologie, magistralement structurée par la problématique de l'alternative et de l'alternance, bien contextualisée, entre paradigmes vitalistes et mécanistes. Je m'enhardis à lui demander de diriger mon mémoire de l'ENSEPS, et la thèse devant le prolonger. Il m'invite à lui rendre visite à l'Institut de la rue du Four, avec un projet mieux formulé. Ce n'est que beaucoup plus tard, que j'ai pu prendre la mesure de la sollicitude que Canguilhem, qui fut en 1924 talonneur ultra-léger de l'équipe de rugby de Normal Sup,
éprouvait à l'égard des proéphys de gym, étrange préjugé favorable dont je bénéficiais alors sans le savoir. C'est que cette posture, de première ligne, en tête de mêlée de rugby du fils du modeste tailleur carcassonnais, n'est rien d'autre qu'une marque ostensible, de l'origine populaire revendiquée de l'intéressé, dans une sorte de manifeste malicieux contre le tennis des nombreux fils à papa qui peuplent sa promotion. Ce fut le cas de Raymond Aron qui tenait beaucoup à son classement tennistique. Mais Canguilhem n'a-t-il pas beaucoup plus tard incité Jacques Ullmann, son élève direct, de rédiger sa thèse complémentaire sur l'histoire des doctrines de l'éducation physique? Ce qui nous a donné, on le sait, de la gymnastique au sport moderne. Ce qui n'est pas rien. Et c'est encore Canguilhem auquel Michel Bernard, jeune agrégé de philo, était venu demander conseil sur l'étrange poste ouvert en 1958 à l'École normale supérieure d'éducation physique, qui lui enjoint de le saisir sans retard et sans réserve. On peut dire que l'épisode a porté ses fruits puisque M. Bernard a fait en ces lieux exotiques, des petits, si je puis dire. Ils ont pour nom Georges Vigarello, Jean-Marie Brome, Jean-Pierre Famoz, et une grande quantité d'autres, dont moi-même, nourri alors de phénoménologie, de Sartre et de Merleau-Ponty. Je pense plus profondément que le sport est pour Canguilhem l'une des manifestations les plus évidentes de cette tendance de l'homme au dépassement, ce laboratoire pragmatique et manifeste où s'expérimente l'élargissement permanent des latitudes fonctionnelles de l'homme que l'auteur théorise dans sa normativité biologique. Il suffit pour s'en convaincre de relever le nombre de métaphores et d'exemples sportifs utilisés dans Le normal et le pathologique, publié au PUF en 1966. Éveilleur d'hommes, Canguilhem, surnommé King Tsang par ses étudiants, agrégatif et agrégé un tantinet effrayé en sa présence, est en effet aussi d'une extrême et redoutable exigence pour ses élèves et ses émules. Comme un parfait du pays des cathares. Puis de science, il s'emploie à rapporter l'histoire des sciences biologiques au contexte socio et culturel de la production de leurs concepts. Il fait preuve d'une érudition débordante et d'une intelligence éclatante, faisant flèche de tout bois, pour mettre en rapport explicatif des faits appartenant à les domaines les plus éloignés en apparence, de la pratique, de la technique et de la science, rétablissant ainsi la continuité des productions de l'esprit avec toutes les formes de l'ingéniosité humaine. C'est ainsi qu'il vous fait saisir, dans un éclair d'intelligence, des rapports entre des faits dont il vous montre qu'ils sont produits dans un même milieu de culture, et sont inscrits dans un système représentatif d'une société donnée, prise à moment donné de son histoire. Ayant évidemment formulé un sujet dans le droit fil de sa conférence « Physiologie et éducation physique du XIXe siècle, Marais et Dumny », ses premières recommandations me sont présentées sous forme de boutade. Mais on sent bien qu'il vous faut immédiatement les prendre très au sérieux. Pour vous Possiello, n'allez pas perdre votre temps à la BN. Allez donc voir du côté de Maison-Alfort, chez les vétérinaires. Et en effet, en suivant l'insolite piste, à la BN, on découvre par exemple l'éducation physique comme anthropotechnie, c'est-à-dire l'application logique et sans complexe par un médecin vétérinaire Calixte Page, docteur et sciences et ami de Dumny, et qui sera aussi le maître admiré de Pierre Madoff, des lois de la modificabilité vitale, au perfectionnement de l'homme comme espèce animale. Modificabilité vitale, qui n'a besoin ni de Lamarck ni de Darwin pour se concevoir tant sont devenus évidents, patents, indiscutables, et pour d'abord tous les biologistes, les prodiges des façonnages zootechniques. N'est-ce pas là, comme le dit Claude Bernard, de la phylogénie expérimentale? Et ce sont des convictions du temps qui vont étayer l'enjeu capital et si urgent du perfectionnement de la race française. Comment? Travaillant sur Marais, vous ne connaissez pas son véritable testament théorique, dans lequel, à la veille de sa mort, en 1904, il vous livre l'analyse de contenu toute faite de toute sa vie de savant biologiste? Vous ne pouvez pas ignorer cet ultime article intitulé « L'économie du travail et l'élasticité ». Et en effet, explorant l'œuvre de Marais, visant l'analyse physiologique du fonctionnement de la machine animale et humaine, toujours économe de ses efforts, à cette aune, on retrouve l'exposé des lois de la restitution de l'énergie élastique dans tout le fonctionnement mécanique des organes locomoteurs, musculaires, circulatoires, respiratoires, démontrant combien dans tous les cas en effet, le choc est destructeur de travail. De quelle source le maître pouvait-il bien tenir cet article? Véritable codicile de quelques pages, improbable et introuvable, griffonné par le mourant en 1904.
Et il fut découvert combien ces réflexions, traversant en effet toute l'œuvre, furent aussi des schèmes intellectuels marquant profondément l'esprit de Georges Duminy dans sa quête fiévreuse des lois qui gouvernent les gestes athlétiques et laborieux les plus efficaces, et qui vont conditionner chez le scrupuleux collaborateur toute sa pédagogie de l'exercice et les conditions de son économie. On ne peut citer les nombreuses pistes désignées ainsi par surprise par le grand savant, dans de brefs et fulgurants entretiens se révélant tout aussi heuristiques. Comment ne pas se trouver fasciné par ce personnage, par sa culture, y compris par sa culture rurale de Carcassonnais, qui vous enjoint de ne pas confondre les types opposés de traction des chevaux et des bœufs sur leurs attelages, sinon vous risquez ne rien comprendre au tracé contrasté des routes en Algérie et en Pays Basque où dominent respectivement l'un ou l'autre animal. C'est que Canguilhem vous suggère aussitôt que la discontinuité des actions propulsives du cheval de guerre, dont vous devez savoir que c'est le vecteur essentiel de la colonisation, était fort bien connu des ingénieurs français, traceurs des routes. Et pour le savant passionnant, les lois que découvre Maret peuvent être rapportées au savoir populaire et à l'expérience paysanne. C'est ce qui vous donne immédiatement et pour toujours le goût et la saveur du savoir. Mais on devient aussi très vite convaincu de la valeur heuristique de ces considérations qui nouent ensemble l'histoire des sciences et l'histoire des techniques. Et on comprend pourquoi Canguilhem tenait beaucoup à ce et de mise en relation problématique. Et il est suggéré de surcroît comment l'histoire des problèmes scientifiques est en relation étroite avec l'histoire de moyens, techniques et instrumentaux. Et il convient donc de reconstituer sans délai la généalogie de ces moyens. J'en ai très vite et très longtemps fait mon profit. Et de ce point de vue j'ai été ravi de l'exposé liminaire présenté par Georges Vigarello, appartenant à cette même école de pensée, recommandant de réhabiliter la technologie culturelle en ces lieux qui tendent assez paradoxalement à l'évacuer. Et je le crois de manière très dommageable. En m'initiant jadis à la lecture de Bachelard, ce même Vigarello avait contribué à renforcer chez moi ce goût pour l'épistémologie et l'histoire des sciences dont les STAPS, je le crois aussi, ont le plus grand besoin, quelle qu'en soit la composante disciplinaire. À l'exemple et à la suite de Canguilhem, j'en appelle au respect des savants du passé, et à une plus grande bienveillance à l'égard des anciens et des auteurs devanciers, fussent-ils les plus modestes de notre propre champ de connaissances en construction et en reconstruction. D. Un espace et un contexte résistant à l'investigation sociologique. Puis il me faut rappeler comment s'est déclenché, dans un contexte institutionnel bien défini, réputé étroit et fermé sur lui-même, celui de l'ENSEP puis de l'INSEP, et en un moment donné de l'histoire de l'éducation physique et sportive et de son corps professionnel. Comment fut entreprise une sociologie des pratiques sportives? Vous êtes impatient de savoir comment et pourquoi elle s'est constituée dans une perspective constructiviste, qui fait à la perspective relationnelle, comparative et structurale, la part la plus belle, rapportée à un niveau macrosociologique d'analyse. Je vous demande de comprendre, par un tout petit effort rétrospectif, que ceci s'est opéré dans un rapport de force très défavorable contre deux puissances occupantes et déterminées dans le champ des recherches en sport, le surpuissant corps médical et l'institution fédérale. Puissamment organisé et habilement distribué le lobby médical, trust depuis toujours dans le domaine des recherches en sport tous les moyens. Il est parvenu à imposer en 70 sa légitimation, sur tous ces objets sportifs forcément médicalisés. Et ceci depuis la phase de médicalisation centenaire de la discipline, que l'un des nôtres a magistralement reconstituée, jusqu'au long noyautage des cabinets ministériels par l'élite franche de ce corps médical. Et il nous faudrait revoir aussi comment a pu s'imposer cette problématique sociologique de la demande sociale de pratique, concept tout à fait nouveau à l'époque, si improbable et déjà si controversé comme artefact par les économistes, contre les présupposés immémoriaux et les résistances également bien organisées, de l'offre traditionnelle d'un milieu sportif fédéral, fermement convaincu du non-sens intrusif et exorbitant d'un investissement sociologique de ces objets d'appellation contrôlés. C'était avancer l'idée folle de l'existence de facteurs sociaux et culturels dans les choix de pratiques sportives par des publics socio-culturellement hétérogènes. La tautologie souligne ici combien devait être assénée cette étrange idée. Car c'était sans compter avec l'institution INSEP, établissement, à caractère administratif, dont nous dépendions contractuellement,
et qui va bientôt être dirigé par Robert Bobin. C'est dire le soutien enthousiaste dont ont pu bénéficier ce qu'il nommait avec un certain mépris des chercheurs en chambre, SIC. Une nouvelle révélation, celle de Bourdieu le père. Bardé, comme le roi Arthur de ses chevaliers de premier cercle, au Centre de sociologie européenne, Pierre Bourdieu s'attaque en 1977 à la rédaction de son ouvrage monumental, La distinction, critique sociale du jugement. Le numéro spécial L'anatomie du goût, de la revue Actes déjà publié en 1976, en avait esquissé le programme. Luc Boltanski, qui a contribué à financer la revue par ses propres contrats, Y. Delceau, Ségrignon, Monsieur de Saint-Martin, etc., s'emploient tous à alimenter, et pour ce qui le concerne, la théorie de l'espace des positions sociales. Les usages sociaux du corps et de l'automobile, les habitudes alimentaires et les consommations médicales, les pratiques et les goûts musicaux, la fréquentation des musées et les goûts cinématographiques sont largement couverts et s'articulent déjà logiquement. C'est le moment où je suis mis au défi, par le comité d'organisation du Congrès international de l'ISPA, devant être organisé à l'INSEP, de concrétiser ma suggestion audacieuse d'inviter Bourdieu pour en assurer la séance inaugurale. M'exécutant, je monte au 4e étage du boulevard Raspail dans mes petits souliers. Je franchis avec succès l'obstacle filtrant de Monique de Saint-Martin et j'accède au sein des saints. Sans doute étonné par mon accent du terroir qu'il s'est employé pour sa part à soigneusement corriger des linces, Bourdieu m'accueille avec une certaine curiosité. Il me demande ce que nous faisons à l'INSEP, qu'il ne connaît pas. Je lui communique le projet de recherche que j'avais vainement présenté lors du premier appel d'offres, jamais consacré, en France, au domaine sportif par la Direction générale de la recherche scientifique et technique, projet de recherche écarté par la commission de sélection des dossiers, truffé de médecins et présidé par le professeur Michel Rieux. On me répond fort courtoisement, oui. C'est très bien. On vous écrira. Le projet pratique sportive et demande sociale. Étude comparée de 3 types de pratiques antinomiques et de leur public est ainsi proprement évacué. Le biophysiologique et le médical sont jugés en ces temps, et depuis longtemps prévalents. Ils sont toujours jugés prioritaires en 1975 par ces instances de contrôle. Après lecture rapide du document malheureux et ne cachant pas son vif intérêt, P. Bourdieu me dit « Moi je vais vous aider ». Et en effet, quelques jours plus tard on nous propose un contrat de recherche mirifique pour l'époque, près de 200 000 francs, de la part du Commissariat général du plan, CORD, dont Michael Pollack, son délégué, se déclare fort intéressé par ce projet. Comme cela a été dit, Bourdieu nourrit dans des registres les plus divers le système des pratiques constitutives des styles de vie, et dispose dans son premier cercle du nécessaire, notamment sur les pratiques culturelles à haut rendement symbolique, sur les pratiques légitimes et dominantes et sur les consommations les plus distinctives. Mais il lui manque le registre sportif qu'il doit s'imaginer, comme ancien rugbyman béarnais d'occasion, occupant largement la partie la plus basse de l'espace social. Comme une cristallisation de la culture populaire. Certes, quelques-unes de ces activités figurent déjà dans l'espace des styles de vie, en 1976, automobile club, golf et équitation, montagne, marche et camping, pétanque, spectacle sportif et football, permettant une première structuration socio-culturelle de ce sous-ensemble sportif de l'espace des possibles stylistiques. Et Bourdieu est à la recherche d'une couverture plus complète et plus complexe de ces pratiques sportives pour enrichir le tableau et couvrir la totalité de cet espace. Et pour ce faire, il lui manque surtout un informateur indigène, doté du sens pratique de cet étrange milieu, capable de lui livrer à mythes ouverts ce que les tableaux statistiques de l'INSEE, procurés en ligne directe par Thévenot et Desrosières, n'ont pu évidemment lui fournir. De notre côté, il nous faut d'urgence recruter les meilleures compétences pour répondre dignement à ce prestigieux soutien. Étudiant de Bourdieu et élève de Boltanski et fort de son intérêt pour le domaine, Jacques de France est immédiatement mobilisé. Catherine Louveau, formée à l'enquête par questionnaire lourd, et Jacqueline Blouin-Le Baron, versée dans les registres du corps expressif, complètent l'équipe réunie au département de la formation de l'INSEP. Et forçant les feux, Bourdieu nous propose d'assurer une formation sociologique accélérée de nos sessionnaires et de nous-mêmes, à l'Institut dans le cadre du groupe de recherche que j'y avais depuis 3 années, constitué. Rappelons-nous avec émotion, des membres étudiants de ce groupe intitulé
les déterminants socio-culturels des pratiques sportives. Ils se reconnaîtront. Rassemblement accumulant un capital assez considérable d'expérience dans les registres sportifs les plus divers, et qui a pu sans doute représenter d'abord pour l'éminent socio-anthropologue, une précieuse tribu d'informateurs indigènes observables in situ. Arrive l'épisode de la fameuse séance inaugurale, dont je ne résiste pas au plaisir de vous relater la mise en scène, tant il révèle les effets du déplacement ajusté d'un discours théorique dans un milieu social peu enclin à le recevoir. Il s'agissait en un jeu complice entre Bourdieu à la tribune, et moi-même, assis au premier rang du public, de livrer à l'auditoire hétérogène un discours télé-physionomiquement commandé. Présenté devant un aréopage international d'historiens du sport, Bourdieu est conscient de l'importance de l'enjeu. Déjà des lignes théoriques originales sont formulées à leur intention. Mais présenté devant le banc et l'arrière-banc des administratifs de l'INSEP, il nous faut avec prudence ménager nos arrières, méfiant en ces lieux sacrés des méfaits possibles, de la violence de l'interprétation. Aussi étions-nous convenus que mes sourires, forcément appuyés d'encouragement, inviteront à la poursuite et à l'approfondissement de l'idée avancée. Au contraire, une grimace à peine esquissée invitait l'orateur à sortir ipso facto d'un chemin jugé par trop miné. Un chef-d'œuvre. Discours génial que je suis invité à retranscrire in extenso, inconscient que, remanié et publié plus tard dans Comment peut-on être sportif ? Et Programme pour une sociologie du sport. Chose dite, aide de minuit 1987, ces textes allaient finalement se retourner contre moi-même. Le loup Bourdieu dans la bergerie de l'INSEP, dirigé par Robert Bobin, incarnation dans le sport, d'une droite dure et méprisante à notre égard, on n'imagine pas aujourd'hui la situation, l'audace ou la témérité, l'impertinence ou l'inconscience des initiateurs. Ce fut bien pourtant un moment de petite révolution. Parce qu'à l'INS c'est encore et toujours, l'école de Joinville. C'est là un très vieux et très respectable milieu de culture utilitariste et pragmatique, de techniciens et d'entraîneurs, mais où, si vous n'êtes pas du sérail, sportif d'élite ou sportif de compétition, actuel ou ancien, vous n'avez aucune légitimité et aucune compétence, au double sens du mot, pour parler valablement de ces sujets. Mais de l'autre côté, on en prend aussitôt pour son grade. Mais mon pauvre Possiello, ce ne sont pas les curés qui sont les mieux placés pour faire la sociologie de la religion. Aussi peut-on imaginer les mérites, l'audace et les efforts persévérants qu'il fallut déployer par ce carteron d'apprenti sociologue, fonctionnaire sous contrat donc étroitement contrôlé, pour ne pas succomber aux effets démobilisateurs et angoissants de ce double bind qui les saisit bientôt. Dénoncés d'un côté comme intellos illégitimes et sans expérience pratico-technique, et de l'autre côté comme officiants conditionnés par leurs croyances et aveuglés par leurs propres implications. En tout cas, je ne me suis pas découragé. Et je n'entendais point rester limité au rôle d'informateur indigène, auquel le grand théoricien veut visiblement me cantonner. L'impression d'instrumentalisation ne pouvait venir que plus tard. Et je peux dire que je suis devenu, en 4e vitesse, un informateur s'informant. Déjà avons-nous largement profité de cette autre tribu, que constituent à nos yeux les sociologues du Centre de sociologie européenne. Thévenot, Boltanski et Desrosières mobilisés, ont été également commis à l'entreprise moins pour la formation accélérée de cet étrange milieu d'intellectuels sportifs que pour son investigation ethnologique serrée. Cette phalange si visiblement bienveillante de sociologues est dotée d'un épatant outillage intellectuel livré dans un langage accessible. Et ce fut comme Bororos placé face à Lévi-Strauss, comme une commune illumination dans des échanges à bénéfice réciproque. Aussi ai-je pieusement conservé comme vénérable parchemin, le coin, soigneusement découpé de la nappe en papier du restaurant, aux spécialités du Sud-Ouest, sur lequel Bourdieu appuyait d'un schéma spatial sa volonté de me voir explicitement et sans retard, construire l'espace des sports en référence à l'espace des positions sociales, si. 4 ans plus tard, Bourdieu faisait savoir à des interlocuteurs que Possiello faisait un usage fétichiste de l'espace des sports, en l'extrayant abusivement de l'espace des styles de vie qui lui donnait évidemment tout son sens. En voudrais-je, pour autant, à l'inspirateur ayant mis à notre disposition tout l'outillage intellectuel qui nous avait permis d'avancer ? Point du tout. Et pour ma défense je dirais que je n'ai rien fait d'autre pourtant que ce que Claude Grignon,
autre disciple qui n'était point encore en disgrâce, avait réalisé dans son enquête nationale sur les habitudes et consommations alimentaires. Cet espace, relativement spécifié, sinon autonomisé, incluant des pratiques et des consommations non alimentaires des enquêtés, fut illustré par un remarquable espace factoriel, publié dans Universalia EU en 1984, qui reconstituait remarquablement par le traitement par AFC tout l'espace des positions sociales. On peut trouver d'ailleurs entre cet espace des goûts alimentaires et l'espace des goûts sportifs, quelques rapports d'homologie structurale qui nous ont donné à penser. Entre ces deux épisodes, ce fut une expérience de recherche exaltante et remarquablement productive dans la collaboration avec J. Guilherme, J. de France, C. Louveau, J. P. Clément, B. Michon, A. Lapierre, P. Falt, J. Bloin-le-Baron, N. de Chavannes, etc. Et ce fut pour moi une nouvelle et passionnante aventure d'entraîneur d'une équipe choisie, et toujours renouvelée, et qui ne manquait pas de souffle. Et comme beaucoup d'autres, pour cela je ressens une profonde dette à l'égard de Pierre Bourdieu et d'abord à l'égard du travail sociologique d'ensemencement qu'il a exercé, sur nous-mêmes et sur moi-même dans le contexte que je viens rapidement d'esquisser. Il fut le censeur de Sport et Société, comme l'inspirateur du rugby ou la guerre des styles, auquel il fut également reproché de n'avoir pas suffisamment montré cette école par excellence de l'arbitraire de l'autorité. Mais il fut aussi à la base d'une grande quantité de production de professeurs sessionnaires, puis de nombreux doctorants, enfin de collègues chercheurs qui ont poursuivi avec enthousiasme dans cette voie. Production marquée par la puissante armature théorique, qui ont impulsé pendant quelques années, dans ce minuscule champ d'investigation sociologique, l'importance de ce paradigme. Bourdieu, auquel je garde une ineffaçable reconnaissance de dette, était, certains le savent bien, un véritable Saturne, nourrissant ses enfants avant de les dévorer. Et je fus sans aucun doute parmi les plus modestes de ses nombreux collaborateurs à subir cette dévoration symbolique, assez loin du cercle restreint de ses fils spirituels qu'il ne reconnut guère. Dans le registre des aveux, il nous faudrait faire revivre la longue période de diffusion d'une théorie à la fois soutenue par la force symbolique du paradigme qu'il étaye et par la forte personnalité de celui qui l'incarne devenu professeur au Collège de France. Ce le fut aussi par la forte visibilité didactique de la cartographie du système des sports, portant en effet à une certaine lecture fétichiste d'un compendium très parlant. Et cette force fut aussi sa faiblesse, tant il fut à la base de certains malentendus et lectures tronquées. Et ce fut une construction, marquant pour quelques années le territoire de la sociologie du sport en France. Les géographes de Besançon, les urbanistes et sociologues du Centre de recherche sur l'habitat, les sociologues et géographes de Bordeaux notamment, l'ont en son temps assez bien accueillie, avant qu'elle ne se constitue, je le répète, en obstacle épistémologique pour de jeunes créatifs empressés de réaliser leur révolution scientifique propre. Mais ce fut d'abord un effet de positionnement théorique dans le champ basé sur un changement complet d'objet. Pierre Chifflet adoptant à Grenoble les modèles de Michel Crozier pour attaquer fort pertinemment la sociologie des organisations sportives. Beaucoup plus nombreux, changeant de niveau d'échelle, sont venus à la microsociologie par le biais de la dramaturgie sociale d'un Goffman ou par l'interactionnisme symbolique, sinon par l'ethnométhodologie. En bref, par l'école microsociologique américaine. Puis la critique s'est francisée par le biais de l'individualisme méthodologique, dont le conventionnalisme de Boltanski, ancien fils devenu dissident, et Thévenot procède à l'évidence. 3. Perspective d'avenir par une série de désenclavements et d'ouvertures. Puis ce fut pour nous une étape et une révélation importante qu'il me plaît ici d'évoquer avec reconnaissance. Le colloque de Bombane, sur l'aménagement de la côte aquitaine, a occasionné, en 1979, notre rencontre avec les chercheurs bordelais, Jean-Pierre Augustin, Jean-Paul Khaled, Evelyne Ritten et aussi avec Antoine Aumont. La géographie, la sociologie et l'urbanisme un moment assemblés et confrontés sur l'objet, ce furent des échanges et des déplacements de points de vue qui vont se révéler décisifs et profitables en ce qu'ils furent l'occasion d'un premier désenclavement théorique de nos propres propositions. Ce fut une confrontation amicale avec d'autres modèles, l'espace, la géographie, les territoires et d'autres niveaux d'échelle de l'analyse, le localisme. Ce qui va rassembler la matière collective et pluridisciplinaire de sport et société, ed. Vigo, 1981,
et de ce qui allait constituer les forces vives de certaines UFR ou divisions en STAPS. Quelque temps plus tard, nous avons précisément constitué, au Centre scientifique d'Orsay, qui a construit historiquement son identité autour des sciences dures, avec Jacques de France et contre cette prestigieuse université rétive à cette intrusion, une cellule de recherche immédiatement qualifiée de Fort Alamo, tant s'imposait l'image d'un fortin assailli, dont les défenseurs, courant d'un rempart à l'autre, délivraient d'ici et là quelques salves pour laisser croire qu'ils étaient nombreux. Cellule initiale artificiellement greffée, SIC, c'est ainsi que la direction du centre scientifique la percevait et la qualifiait, mais appuyée toutefois sur une solide formation doctorale, nouvellement habilitée et de plein exercice. Outre mon collègue cofondateur, Pierre Bourdieu, Antoine Aumont, Marc Guillaume, Jean Précheux, Daniel Mathieu, Bernard Ramanansou, Jean Macario, etc. furent impliqués dans cette aventure portant à la fièvre obsidionale, mais pourtant, on le voit, déjà largement ouverte sur un monde universitaire pluridisciplinaire. J'avais apprécié et vivement soutenu le programme, en 3 axes forts, dessinés, librement à 2, de nos premiers investissements intellectuels. L'analyse sociologique de la structure et des évolutions des loisirs sportifs dans la société française, constituant une propriété singulière et identifiable de notre équipe de recherche, et représentant l'approche proprement macrosociologique de l'objet. L'analyse des réactions d'adaptation des organisations, fédérations, collectivités territoriales, aux évolutions structurelles de la demande sociale d'activité comme approche microsociologique. Enfin, la conception de solutions techniques, en matière d'équipements innovants, aux problèmes posés par les transformations patentes de la demande citadine, démarche assortie d'une méthodologie rigoureuse d'adaptation des projets d'équipement à des sites urbains bien définis d'implantation. Ceci constituant l'approche technique et managériale à laquelle notre ami Gérard Ballet a apporté sa précieuse compétence de socio-programmiste. Ainsi, tout en intégrant les quelques acquis collectifs, confortés par les enquêtes nationales lourdes, celles de nos alliés et de nos doctorants, notre science sociale pouvait, sans complexe, s'ouvrir sur les techniques et les méthodes du management, autant que sur celles de l'aménagement, de l'urbanisme et de la géographie appliquée. Ceci organisait et visibilisait nos efforts, tout en confortant, de mon point de vue d'entraîneur, la ligne politique générale de recherche adoptée pour tous les étudiants mobilisés, dont les travaux et les objets se devaient d'être soumis, autant que possible, à une double contrainte. La rigueur scientifique de la démarche, certes, mais aussi la portée sociale de leurs investigations. Ce ne fut pas sans productivité puisque la totalité de nos docteurs formés ont été à ce jour recrutés, soit comme MCF dans la discipline, sinon dans nos murs, soit dans le monde professionnel. A. Sociologie et prospective. C'est cet élargissement pluridisciplinaire et cette concentration de force sur des axes et des objets prédéfinis, qui m'ont encouragé à persévérer dans la voie d'une prospective des pratiques de loisirs sportifs. Cette démarche, qui est une forme intellectuelle de l'intrépidité, fut engagée sous les sarcasmes de nos pairs. Mais je l'avais jugée indispensable, dès 1985, dans un monde qui bouge et qui s'ouvre. Les questions de savoir qu'est-ce qui bouge. Et qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui est éphémère ou bien durable dans ce qui surgit ? Et qu'est-ce qui est récupéré et récupérable par l'institution, etc. furent longuement débattus et controversés. Contre-culture ou rêve d'Amérique, effet d'un renouvellement symbolique complet du système des sports centenaires, ou au retour éphémère du refoulé de rêves adolescents chez les jeunes adultes en crise, sport vertigineux et aventure inquiétante des temps de crise, ou bien effet direct de la puissante poussée de la sphère marchande dans la sphère des loisirs sportifs. En tout cas, ceci a abouti à la conception et à l'étude de faisabilité d'une utopie réaliste en matière d'équipement, qui s'est révélée assez socialement mobilisatrice si l'innovation ne s'est pas concrétisée. Le projet de site d'aventure sportive, comme proposition technique, sociale et urbanistique aux problèmes posés par les mutations de la demande sociale d'activité des citadins fut en effet triplement mobilisateur. Il a pu d'abord susciter un élan chez quelques-uns de nos meilleurs étudiants et chez nos plus hardis collaborateurs. Et j'ai vu avec plaisir s'emporter dans l'invention du futur, Dieter Hilleret, notre premier docteur en STAPS à Orsay, et Olivier Bessy qui en ont courageusement tenté l'aventure. Mobilisateur aussi au niveau de plusieurs professionnels de la maîtrise d'œuvre,
aménageurs, architectes, urbanistes, constructeurs, avec lesquels se sont établis de très fructueux échanges de technologies. Mobilisateur enfin au niveau de certains décideurs de la maîtrise d'ouvrage. Quelques villes, collectivités, établissements publics, et il a même intrigué quelques instances ministérielles. Ce fut pour nous en tout cas, l'expérience d'un autre désenclavement de nos propres investigations universitaires par rapport à l'enjeu socio-urbanistique. Et peut-être avons-nous ainsi contribué à crédibiliser les recherches et les chercheurs en STAPS hors de ce milieu universitaire, faute d'avoir pu bénéficier de ce crédit à l'intérieur même de ce milieu. Enfin le départ de Jacques de France pour Nanterre, perte pour nous très dommageable, et l'arrivée précieuse de Daniel Denis au laboratoire a considérablement transformé la donne et ses orientations. La présence de ce chercheur émérite, nous apportant les sensibilités et les problématiques, notamment socio-historiques et socio-pédagogiques, des chercheurs de l'IUFM de Versailles qui ont permis de se lancer hardiment et collectivement sur de nouveaux projets et même sur de nouveaux objets en ce que certains concepts s'en trouvaient redéfinis. Les 3 congrès que nous avons organisés entre 1998 et 2002 dans cette nouvelle configuration du laboratoire, sur le thème « Pédagogie de l'aventure », modèles éducatifs et idéologie de la conquête du monde, se sont révélés présenter un très surprenant pouvoir de mobilisation de chercheurs appartenant pas à notre discipline, sociologues, anthropologues, historiens, sémiologues, psychologues, doctorants en souffrance dans leur discipline propre, etc., ainsi évidemment que des éducateurs. Ce fut un pouvoir de mobilisation et d'échange heuristique tel qu'on pouvait craindre un moment que le laboratoire initiateur, STAPSIUFM, ne se fasse déposséder de leur initiative. Ce fut de plus l'extrême avantage de confronter les points de vue des chercheurs historiens et des témoins ou des acteurs des mouvements de jeunesse, toujours bien vivants, qui ont dynamisé les débats pour l'écriture de cette histoire assez largement inexplorée. Ce fut, pour nous, l'expérience d'un 3e désenclavement des réflexions et des travaux d'Orsay par rapport à l'environnement scientifique et universitaire où il baigne et vit. B. Remettre les sciences en mouvement dans le champ. C'était prôner le mouvement contre l'enquistement. Dans ma période de participation au CNU STAPS, relaté supra, j'avais longtemps cherché quels pouvaient bien être les liens, aussi ténus soient-ils, susceptibles d'établir des liaisons durables entre les 2 camps en présence pour tenter de les rétablir puis de les maintenir coûte que coûte sur des rapports pacifiés sinon confraternels. Je cherchais quelques nœuds et points d'attache. Or un pont possible me paraissait résider dans l'exigence commune de la réflexion épistémologique, dans l'examen concerté et serré de l'histoire de nos savoirs respectifs. Au fond, l'amorce d'une réflexion critique mutuelle des sciences et des techniques des STAPS devant recentrer la discipline sur son statut pluridisciplinaire, lui redonner quelques forces centripètes et stimuler un intérêt pour la culture technique et la technologie qu'elle tente fâcheusement à évacuer. Et ce fut l'aventure de la science en mouvement, comme une sorte d'essai d'archéologie des savoirs en STAPS. Et d'abord l'effort de reconstitution de l'histoire de la naissance de la biomécanique sportive, d'invention française, qui me semblait être au fondement de la discipline comme science véritable. C'était une démarche susceptible de lancer un message fort en direction de nos collègues, circonspects ou censeurs, mais manifestement ignorants de cette histoire. Je voulais montrer ainsi ce que les représentants des sciences molles, historiens des sciences pour l'occasion, pouvaient faire sur ce qui devait constituer les fondements de leur propre secteur d'intérêt. Quelle candeur! On savait que les sciences humaines et sociales, fortes de la faiblesse de leur statut épistémologique, les font précisément toujours se poser la question de leurs fondements et des conditions de production de leurs concepts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.